Que pensez-vous de notre rencontre chez mon neveu reprit-il en souriant. Rien, lui dis-je, sinon que c'est un coup de hasard. Vous avez très sagement fait de ne pas me connaître, me dit-il. C'est qu'il m'a paru que vous le souhaitiez ainsi, répondis-je. Et à propos de cela, monsieur, d'où vient-ce que vous êtes bien aise que je ne vous ai point nommé et que vous avez fait semblant de ne m'avoir jamais vu? C'est, me répondit-il d'un air insinuant et doux, qu'il vaut mieux, et pour vous et pour moi, qu'on ignore les liaisons que nous avons ensemble, qui dureront plus d'un jour, et sur lesquelles il n'est pas nécessaire qu'on glose, ma chère fille. Vous êtes si aimable qu'on ne manquerait pas de croire que je vous aime. Oh, il n'y a rien à appréhender, repris-je d'un ton ingénu. On sait que vous êtes un si honnête homme. Oui, oui, dit-il, comme en badinant, on le sait, et on a raison de le croire. Mais Marianne, on n'en est pas moins honnête homme pour aimer une jolie fille. Quand je dis un honnête homme, répondis-je, j'entends un homme de bien, pieux et plein de religion, ce qui, je crois, empêche qu'on ait de l'amour, à moins que ce ne soit pour sa femme. Mais ma chère enfant, me dit-il, vous me prenez donc pour un saint? Ne me regardez point sur ce pied-là. Vraiment, vous me faites trop d'honneur. Je ne le suis point. Et un saint même aurait bien de la peine à l'être auprès de vous. Oui, bien de la peine. Jugez des autres. Et puis je ne suis pas mariée. Je n'ai plus de femme à qui je doive mon cœur, moi. Il ne m'est point défendu d'aimer, je suis libre. Mais nous parlerons de cela. Revenons à votre accident. Vous êtes tombé. Il a fallu vous porter chez mon neveu, qui est un étourdi, et qui aura débuté par vous dire des galanteries, n'est-il pas vrai? Il vous en contait, du moins quand nous sommes entrés, cette dame et moi, et il n'y a rien d'étonnant. Il vous a trouvé ce que vous êtes, c'est-à-dire belle, aimable, charmante, en un mot ce que tout le monde vous trouvera. Mais comme je suis assurément le meilleur ami que vous ayez dans le monde, et c'est de quoi j'espère bien vous donner des preuves, dites-moi, ma belle enfant, n'auriez-vous pas quelque penchant à l'écouter? Il m'a semblé vous voir un air assez satisfait auprès de lui. Me suis-je trompée? Moi, monsieur, répondis-je, je l'écoutais parce que j'étais chez lui. Je ne pouvais faire autrement. Mais il ne me disait rien que de fort poli et de fort honnête. De fort honnête, dit-il en répétant ce mot. Prenez garde, Marianne. Ceci pourrait déjà bien venir d'un peu de prévention. Hélas, que je vous plaindrais dans la situation où vous êtes, si vous étiez tenté de prêter l'oreille à de pareilles cajoleries. Ah, mon Dieu, que ce serait dommage, et que deviendriez-vous? Mais dites-moi, vous a-t-il demandé où vous demeuriez? Je crois que oui, monsieur, répondis-je en rougissant. Et vous, qui n'en saviez pas les conséquences, vous le lui avez sans doute appris, ajouta-t-il. Je n'en ai point fait difficulté, repris-je. Aussi bien l'aurait-il su quand je serais monté dans le fiacre, puisqu'avant de partir, il faut bien dire où l'on va. Vous me faites trembler pour vous, s'écria-t-il d'un air sérieux et compatissant. Oui, trembler, voilà un événement bien fâcheux, et qui aura les plus malheureuses suites du monde si vous ne les prévenez pas. Il vous perdra, ma fille. Je n'exagère rien, et je ne saurais me lasser de le dire. Hélas, quel dommage qu'avec les grâces et la beauté que vous avez, vous devinssiez la proie d'un jeune homme qui ne vous aimera point. Car ces jeunes fous-là savent-ils aimer? Ont-ils un cœur? Ont-ils des sentiments, de l'honneur, un caractère? Ils n'ont que des vices. Surtout avec une fille de votre état, que mon neveu croira fort au-dessous de lui, qu'il regardera comme une jolie grisette, dont il va tâcher de faire une bonne fortune, et à qui il se promet bien de tourner la tête. Ne vous attendez pas à autre chose. De petites galanteries, de petits présents qui vous amuseront, les protestations les plus tendres que vous croirez, un étalage de sa fausse passion qui vous séduira, un éloge éternel de vos charmes, enfin de petits rendez-vous que vous refuserez d'abord, que vous accorderez après, et qui cesseront tout d'un coup par l'inconstance et par les dégoûts du jeune homme. Voilà tout ce qui en arrivera. Voyez, cela vous convient-il? Je vous le demande, est-ce là ce qu'il vous faut? Vous avez de l'esprit et de la raison, et il n'est pas possible que vous ne considériez quelquefois le cas où vous êtes, que vous n'en soyez inquiète, effrayée. On a beau être jeune, distraite, imprudente, tout ce qu'il vous plaira, on ne saurait pourtant oublier son état quand il est aussi triste, aussi déplorable que le vôtre. Et je ne dis rien de trop, vous le savez, Marianne. Vous êtes une orpheline, et une orpheline inconnue à tout le monde,
qui ne tient à qui que ce soit sur la terre, dont qui que ce soit ne s'inquiète et ne se soucie, ignoré pour jamais de votre famille, que vous ignorez de même, sans parents, sans biens, sans amis, moi seul excepté, que vous n'avez connu que par hasard, qui suis le seul qui s'intéresse à vous, et qui, à la vérité, vous suis tendrement attaché, comme vous le voyez bien, par la manière dont je vous parle, et comme il ne tiendra qu'à vous de le voir infiniment plus dans la suite. Car je suis riche, soit dit en passant, et je puis vous être d'un grand secours, pourvu que vous entendiez vos véritables intérêts, et que j'aie lieu de me louer de votre conduite. Quand je dis de votre conduite, c'est de la prudence que j'entends, et non pas une certaine austérité de mœurs. Il n'est pas question ici d'une vie rigide et sévère, qu'il vous serait difficile et peut-être impossible de mener. Vous n'êtes pas même en situation de regarder de trop près à vous là-dessus. Dans le fond, je vous parle ici en homme du monde, entendez-vous? En homme qui, après tout, songe qu'il faut vivre et que la nécessité est une chose terrible. Ainsi, quelque ennemi que je vous paraisse de ce qu'on appelle l'amour, ce n'est pas contre toutes sortes d'engagements que je me déclare. Je ne vous dis pas de les fuir tous. Il y en a d'utiles et de raisonnables, de même qu'il y en a de ruineux et d'insensés, comme le serait celui que vous prendriez avec mon neveu, dont l'amour n'aboutirait à rien qu'à vous ravir tout le fruit du seul avantage que je vous connaisse, qui est d'être aimable. Vous ne voudriez pas perdre votre temps à être la maîtresse d'un jeune étourdi, que vous aimeriez tendrement et de bonne foi, à la vérité, ce qui serait un plaisir, mais un plaisir bien malheureux, puisque le petit libertin ne vous aimerait pas de même, et qu'au premier jour il vous laisserait dans une indigence, dans une misère, dont vous auriez plus de peine à sortir que jamais. Je dis une misère parce qu'il s'agit de vous éclairer, et non pas d'adoucir les termes. Et c'est à tout cela que j'ai songé depuis que je vous ai quitté. Voilà ce qui m'a fait sortir de si bonne heure de la maison où j'ai dîné. Car j'ai bien des choses à vous dire, Marianne. Je suis dans de bons sentiments pour vous. Vous vous en êtes sans doute aperçu. Oui, monsieur, lui répondis-je, les larmes aux yeux, confuse et même aigrie de la triste peinture qu'il venait de faire de mon état, et scandalisée du vilain intérêt qu'il avait à m'effrayer tant. Oui, parlez, je me fais un devoir de suivre en tout les conseils d'un homme aussi pieux que vous. Laissons là ma piété, vous dis-je, reprit-il en s'approchant d'un air badin pour me prendre la main. Je vous ai déjà dit dans quel esprit je vous parle. Encore une fois, je mets ici la religion à part. Je ne vous prêche point, ma fille, je vous parle raison. Je ne fais ici auprès de vous que le personnage d'un homme de bon sens, qui voit que vous n'avez rien, et qu'il faut pourvoir aux besoins de la vie, à moins que vous ne vous déterminiez à servir, ce dont vous m'avez paru fort éloigné, et ce qui effectivement ne vous convient pas. Non, monsieur, lui dis-je, en rougissant de colère, j'espère que je ne serai pas obligée d'en venir là. Ce serait une triste ressource, me dit-il. Je ne saurais moi-même y penser sans douleur, car je vous aime, ma chère enfant, et je vous aime beaucoup. J'en suis persuadée, lui dis-je. Je compte sur votre amitié, monsieur, et sur la vertu dont vous faites profession, ajoutai-je pour lui ôter la hardiesse de s'expliquer plus clairement. Mais je n'y gagnai rien. Eh, Marianne, me répondit-il, je ne fais profession de rien que d'être faible, et plus faible qu'un autre. Et vous savez fort bien ce que je veux dire par le mot d'amitié. Mais vous êtes une petite malicieuse, qui vous divertissez, et qui feignez de ne pas m'entendre. Oui, je vous aime, vous le savez, vous y avez pris garde, et je ne vous apprends rien de nouveau. Je vous aime comme une belle et charmante fille que vous êtes. Ce n'est pas de l'amitié que j'ai pour vous, mademoiselle. J'ai cru d'abord que ce n'était que cela, mais je me trompais, c'est de l'amour et du plus tendre. M'entendez-vous à présent? De l'amour. Et vous ne perdez rien au change. Votre fortune n'en ira pas plus mal, il n'y a point d'ami qui vaille un amant comme moi. Vous, mon amant, m'écriai-je en baissant les yeux. Vous, monsieur, je ne m'y attendais pas.
Hélas, ni moi non plus, reprit-il. Ceci est une affaire de surprise, ma fille. Vous êtes dans une grande infortune. Je n'ai rien vu de si à plaindre que vous, de si digne d'être secouru. Je suis né avec un cœur sensible au malheur d'autrui, et je m'imaginais n'être que généreux en vous secourant, que compatissant, que pieux même, puisque vous me regardez aussi comme tel. Et il est vrai que je suis dans l'habitude de faire tout le bien qu'il m'est possible. J'ai cru d'abord que c'était de même avec vous. J'en ai agi imprudemment dans cette confiance, et il en est arrivé ce que je méritais, c'est que ma confiance a été confondue, car je ne prétends pas m'excuser, j'ai tort. Il aurait été mieux de ne vous pas aimer, j'en serais plus louable, assurément. Il fallait vous craindre, vous fuir, vous laisser là. Mais d'un autre côté, si j'avais été si prudent, où en seriez-vous, Marianne? Dans quelles affreuses extrémités alliez-vous vous trouver? Voyez combien ma petite faiblesse, ou mon amour, comme il vous plaira de l'appeler, vient à propos pour vous. Ne semble-t-il pas que c'est la Providence qui permet que je vous aime et qui vous tire d'embarras à mes dépens? Si j'avais pris garde à moi, vous n'aviez point d'asile, et c'est cette réflexion-là qui me console quelquefois des sentiments que j'ai pour vous. Je me les reproche moins parce qu'ils m'étaient nécessaires, et que d'ailleurs ils m'humilient. C'est un petit mal qui fait un grand bien, un bien infini. Vous n'imaginez pas jusqu'où il va. Je vous ai parlé de cette indigence où vous resteriez au premier jour, si vous écoutiez mon neveu, lui ou tout autre, et ne vous ai rien dit de l'opprobre qui la suivrait, et que voici. C'est que la plupart des hommes, et surtout des jeunes gens, ne ménagent pas une fille comme vous quand ils la quittent. C'est qu'ils se vantent d'avoir réussi auprès d'elle. C'est qu'ils sont indiscrets, impudents et moqueurs sur son compte. C'est qu'ils l'indiquent, qu'ils la montrent, et qu'ils disent aux autres « la voilà ». Oh, jugez quelle aventure ce serait là pour vous, qui êtes la plus aimable personne de votre sexe, et qui par conséquent seriez aussi la plus déshonorée. Car dans un pareil cas, c'est ce qu'il y a de plus beau qui est le plus méprisé, parce que c'est ce qu'on est le plus fâché de trouver méprisable. Non pas qu'on n'exige qu'une belle fille n'ait point d'amant. Au contraire, n'en eût-elle point, on lui en soupçonne. Et il lui sied mieux d'en avoir qu'à une autre, pourvu que rien n'éclate, et qu'on puisse toujours penser, en la voyant, que c'est un grand bonheur que d'être bienvenu d'elle. Or, ce n'en est plus un quand elle est décriée, et vous ne risquez rien de tout cela avec moi. Vous sentez bien que du caractère dont je suis, votre réputation ne court aucun hasard. Je ne serais pas curieux qu'on sache que je vous aime, ni que vous y répondiez. C'est dans le secret que je prétends réparer vos malheurs, et vous assurer sourdement une petite fortune qui vous mette pour jamais en état de vous passer du secours des gens qui ne me ressembleraient pas, qui seraient plus ou moins riches, mais tous avares, tous amoureux sans tendresse, qui ne vous donneraient qu'une aisance médiocre et passagère, et dont vous seriez pourtant obligé de souffrir l'amour, même en restant chez Madame Dutour. À ce discours, je me sentis saisie d'une douleur si vive, je me fis tant de pitié à moi-même de me voir exposée à l'insolence d'un pareil détail que je m'écriai en fondant en larmes. Eh mon Dieu, à quoi suis-je réduite? Et comme il crut que mon exclamation venait de l'épouvante qu'il me donnait, doucement, me dit-il d'un air consolant et me serrant la main, doucement, mon aimable et chère fille, rassurez-vous, puisque nous nous sommes rencontrés. Vous voilà hors du péril dont je parle. Il est vrai que vous ne l'éviteriez pas sans moi, car il ne faut pas vous flatter. Vous n'êtes pas né pour être une lingère. Ce n'est point une ressource pour vous que ce métier-là. Vous n'y feriez aucun progrès. Vous le sentez bien, j'en suis sûre. Et quand vous vous y rendriez habile, il faut de l'argent pour devenir maîtresse. Et vous n'en avez pas. Vous seriez donc toujours fille de boutique. Oh, je vous prie, gagneriez-vous dans cet état de quoi subvenir à tous vos besoins? Et belle comme vous êtes, manquant de 1000 choses nécessaires, comment ferez-vous si vous ne consentez pas que les gens en question vous aident? Et si vous y consentez, quelle horrible situation! Et monsieur, lui dis-je en sanglotant, ne m'en entretenez plus. Ayez cette considération pour moi et pour ma jeunesse. Vous savez que je sors d'entre les mains d'une fille vertueuse
qu'il ne m'a pas élevée pour entendre de pareils discours, et je ne sais pas comment un homme comme vous est capable de me les tenir sous prétexte que je suis pauvre. » « Non, ma fille, me répondit-il en me serrant les bras. Non, vous ne l'êtes point, vous avez du bien puisque j'en ai. C'est à moi désormais à vous tenir lieu de vos parents que vous n'avez plus. Tranquillisez-vous. Je n'ai voulu dans ce que je vous ai dit que vous inspirez un peu de frayeur utile, que vous montriez de quelles conséquences il était pour vous, non seulement que nous nous connussions, mais encore que je prisse, sans m'en apercevoir, cette tendre inclination qui m'attache à vous, qui m'humilie pourtant, mais dont je subis humblement la petite humiliation, parce qu'en effet cet événement-ci a quelque chose d'admirable. Oui, la fin de vos malheurs en dépendait. Il est certain que sans ce penchant imprévu, je ne vous aurais pas assez secouru. Je n'aurais été qu'un homme de bien envers vous, qu'un bon cœur comme on l'est à l'ordinaire, et cela ne vous aurait pas suffi. Vous aviez besoin que je fusse quelque chose de plus. Il fallait que je vous aimasse, que je sentisse de l'amour pour vous, je dis un amour d'inclination. Il fallait que je ne puisse le vaincre, et que, forcé d'y céder, je me fisse du moins un devoir de racheter ma faiblesse, et de l'expier en vous sauvant de tous les inconvénients de votre état. C'est aussi ce que j'ai résolu, ma fille, et j'espère que vous ne vous y opposerez pas. Je compte même que vous ne serez pas ingrate. Il y a beaucoup de différence de votre âge au mien, je l'avoue, mais prenez garde. Dans le fond, je ne suis vieux que par comparaison, et parce que vous êtes bien jeune, car avec tout autre qu'avec vous, je serais d'un âge fort supportable, ajouta-t-il du ton d'un homme qui se sent encore assez bonne mine. Ainsi, voyons, convenons de nos mesures avant que la Dutour arrive. Je crois que vous ne songez plus à être lingère. D'un autre côté, voici Valville qui est une tête folle, à qui vous avez dit où vous demeuriez, et qui infailliblement cherchera à vous revoir. Il s'agit donc d'échapper à sa poursuite et de lui dérober nos liaisons, qu'il n'ignorerait pas longtemps si vous restiez chez cette femme-ci. De sorte que l'unique parti qu'il y a à prendre, c'est de disparaître dès demain de ce quartier, de vous loger ailleurs, ce qui ne sera pas difficile. Je connais un honnête homme que je charge quelquefois du soin de mes affaires, qui est ce qu'on appelle un solliciteur de procès, dont la femme est très raisonnable, et qui a une petite maison fort jolie, où il y a un appartement que vient de quitter un homme de province à qui il le louait. Et cet appartement, j'irai dès ce soir le retenir pour vous. Vous serez là, on ne peut pas mieux, surtout venant de ma part. Ce sont de bonnes gens qui seront charmés de vous avoir, qui s'en tiendront honorés, d'autant plus que vous y paraîtrez d'une manière convenable et qui vous y fera respecter. Vous y arriverez sous le titre d'une de mes parentes, qui n'a plus ni père ni mère, que j'ai retirée de la campagne et dont je veux prendre soin. Ce qui, joint à la forte pension que vous y paierez, car vous mangerez avec eux, à la parure qu'ils vous verront, à l'ameublement que vous aurez dans 2 jours, au maître que je vous donnerai, maître de danse, de musique, de clavecin, comme il vous plaira, ce qui joint, dis-je, à la façon dont j'en agirai avec vous quand j'irai vous voir, achèvera de vous rendre totalement la maîtresse chez eux. N'est-il pas vrai? Il n'y a point à hésiter. Ne perdons point de temps, Marianne. Et pour préparer la Dutour à votre sortie, dites-lui ce soir que vous ne vous sentez pas propre à son négoce et que vous allez dans un couvent où demain matin on doit vous mener sur les 10 heures. En conformité de quoi je vous enverrai la femme de l'homme en question, qui viendra en effet vous prendre avec un carrosse et qui vous conduira chez elle où vous me trouverez. N'en êtes-vous pas d'accord, dites, et ne voulez-vous pas bien aussi que pour vous encourager, pour vous prouver la sincérité de mes intentions, car je ne veux pas que vous ayez le scrupule de m'en croire totalement sur ma parole, ne voulez-vous pas bien, dis-je, qu'en attendant mieux, je vous apporte demain un petit contrat de 500 livres de rente? Parlez, ma belle enfant, serez-vous prête demain? Viendra-t-on? Oui, n'est-ce pas? D'abord, je ne répondis rien. Une indignité si déclarée me confondait, me coupait la parole, et je restais immobile, les yeux baissés et mouillés de larmes. « À quoi rêvez-vous donc, ma chère Marianne, me dit-il. Le temps nous presse, la Dutour va rentrer. En est-ce fait, en parlerai-je ce soir à mon homme?
À ces mots, revenant à moi, « Ah, monsieur, m'écriai-je, on ne vous connaît donc pas. Ce religieux qui m'a mené à vous m'a dit que vous étiez un si honnête homme. » Mes pleurs et mes soupirs m'empêchèrent d'en dire davantage. « Eh, ma chère enfant, me dit-il, quelle fausse idée vous faites-vous des choses. Hélas, lui-même, s'il savait mon amour, n'en serait point si surpris que vous vous le figurez, et n'en estimerait pas moins mon caractère. Il vous dirait que ce sont là de ces mouvements involontaires qui peuvent arriver aux plus honnêtes gens, aux plus raisonnables, aux plus pieux. Il vous dirait que tout religieux qu'il est, il n'oserait pas jurer de s'en garantir, qu'il n'y a point de faute aussi pardonnable qu'une sensibilité comme la mienne. Ne vous en faites donc point un monstre, Marianne, ajouta-t-il en pliant imperceptiblement un genou devant moi. Ne me croyez pas le cœur moins vrai, moins digne de votre confiance, parce que je l'ai tendre. Ceci ne touche point à la probité, je vous l'ai dit. C'est une faiblesse et non pas un crime, et une faiblesse à laquelle les meilleurs cœurs sont les plus sujets. Votre expérience vous l'apprendra. Ce religieux, dites-vous, a prétendu vous adresser à un homme vertueux. Aussi l'ai-je été jusqu'ici. Aussi le suis-je encore. Et si je l'étais moins, je ne vous aimerais peut-être pas. Ce sont vos malheurs et mes vertus naturelles qui ont contribué au penchant que j'ai pour vous. C'est pour avoir été généreux, pour vous avoir trop plainte, que je vous aime. Et vous me le reprochez. Vous que d'autres aimeront et qui ne me vaudront pas. Vous qui le voudrez bien sans que votre fortune y gagne. Et vous me rebutez, moi, par qui vous allez être quitte de toutes les langueurs, de tous les opprobres qui menacent vos jours, moi dont la tendresse, et je vous le dis sans en être plus fier, est un présent que le hasard vous fait, dont le ciel, qui se sert de tout, va se servir aujourd'hui pour changer votre sort. Il en était là de son discours, quand le ciel, qui l'osait pour ainsi dire faire son complice, le punit subitement, par l'arrivée de Valville, qui, comme je l'ai déjà remarqué, connaissait Madame du Tour, et qui, de la boutique où il entra, passa dans la salle où nous étions, et trouva mon homme dans la même posture, où 2 ou 3 heures auparavant l'avait surpris M. de Climal. Je veux dire à genoux devant moi, tenant ma main qu'il baisait, et que je m'efforçais de retirer. En un mot, la revanche était complète.